Salut Booktube, c'est Aurélie. Aujourd'hui, je reviens pour une review de cette pièce de théâtre de Samuel Beckett, En attendant Godot, qui est considéré comme un classique moderne, publié en 1952, mais écrit en 1948-1949, donc par Samuel Beckett, d'origine irlandaise, qui est parti vivre à l'âge adulte. Il est parti découvrir la scène artistique d'avant-garde parisienne, et il est mort à Paris dans les années 80, donc il a fait toute sa vie à Paris. Et d'ailleurs, c'est un auteur qui écrivait aussi bien en anglais qu'en français. Cette pièce, En attendant Godot, a d'ailleurs été écrite en français, publiée en français aux éditions de Minuit. Donc ça, c'est une réédition de la médiathèque, voilà, que j'ai empruntée. C'est une pièce qui a été montée dès 1953 à Paris, toujours, bien sûr, puisqu'on est vraiment sur un texte d'avant-garde dans un mouvement littéraire et artistique, plus largement parisien, d'avant-garde. Pendant tout le temps où je lisais ce truc, et ça se lit très vite, encore une fois, c'est une pièce de théâtre en 2 actes, il n'y a pas de scène, il n'y a pas découpage autre, c'est très... C'est pas figé comme le théâtre classique français, par exemple. C'est vraiment, là, toutes les contraintes, tous les carcans ont sauté. Ça se lit très très vite. Mais alors, tout le temps je le lisais, j'étais en mode... Qu'est-ce que je suis en train de lire, bordel? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'à aucun moment je me suis sentie laissée sur le bord de la route par... ça se passe sur un bord de route, donc je le fais exprès, par nos protagonistes. Donc les 2 personnages principaux sont Estragon et son pote Vladimir, alias Gogo et Didi. Des espèces de clochards, vraiment, la façon dont ils sont décrits, les chaussures dégueulasses, les chapeaux melons qui jouent un rôle essentiel dans la pièce, j'y reviendrai. Voilà, c'est 2 clochards qui se connaissent depuis une 50aine d'années. Quand on lit entre les lignes, moi j'ai la sensation qu'ils avaient genre refait la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale ensemble, et qui s'étaient jamais quittés depuis, mais ils vivent dans la misère totale. Et donc ils sont sur ce bord de route à côté d'un arbre, qui est en fait le seul point de repère dans la pièce, et ils attendent un certain Godot, un monsieur Godot. Et donc c'est le soir. Ils attendent la tombée de la nuit qui n'en finit pas, ça n'en finit pas, ce crépuscule, c'est infernal. Et ils attendent Godot patiemment, ou plus ou moins patiemment, il y a des moments vraiment, ils s'impatientent. Et en fait, vous avez un échange complètement délirant entre ces 2 personnages, parce qu'ils ne sont pas tout seuls dans leur tête déjà, tiens, voilà Moufette qui va venir s'incruster pour parler de Godot. Ils sont pas tout seuls dans leur tête, et en particulier Estragon, qui a la mémoire d'un poisson rouge. Et en fait, un des running gags dans... Ah non, t'abîmes pas Klim, laisse Klim te tranquille, s'il te plaît. Et un des running gags dans la pièce, c'est que Estragon dit, bon bah on s'en va, et Vladimir lui dit, bah non, on peut pas. Bah pourquoi? Bah parce qu'on attend Godot. Ah oui, c'est vrai. On attend Godot. Donc voilà, c'est complètement délirant. C'est une pièce où le rythme, l'enchaînement des répliques est super important manifestement, parce que les personnages se coupent la parole, parlent en même temps, il y a des gros problèmes de communication. Ça fait partie de l'humour complètement absurde de la pièce. C'est la première fois que je lis une pièce avec autant d'indications scéniques. Vous les avez là en italique. C'est la première fois que je vois autant d'indications scéniques. Pas uniquement sur qui rentre, qui sort, par quel côté des coulisses, machin, etc. Mais sur le non-verbal, sur la gestuelle des personnages. Et il y a plein de moments où c'est vraiment du slapstick, en parlant justement des chapeaux melons, parce que tous les personnages portent des chapeaux melons à un degré plus ou moins avancé de décomposition, on va dire, d'usure, pour être poli. Et vous avez tout un moment où en fait ils s'échangent. Ils sont tous les 2, donc Estragon et Vladimir, à s'échanger des chapeaux melons. Et c'est à lire, c'est très très chiant. C'est peut-être le rare truc qui m'a paru chiant. Ah, vraiment, elle est en forme. Mais je vais vous mettre un gif.
Sur scène, je pense que le résultat est absolument hilarant. Encore une fois, c'est vraiment du slapstick. On n'est pas très loin de certains ressorts du cinéma muet. On n'est pas très loin de Chaplin. En plus, avec le wink wink sur le chapeau melon. Voilà, on n'est pas très loin de Charlie Chaplin. J'ai parlé de l'absurde. Et effectivement, bien que Samuel Beckett ait toujours refusé cette étiquette, il s'en est jamais caché, il était très vocal. Hein. D'ailleurs, en 4e de couverture, vous avez une lettre qu'il a envoyée, une lettre ouverte à Michel Pollack en 1952, quand la pièce est sortie, a été publiée. Il a toujours refusé cette étiquette, mais effectivement, il a été rattaché par les critiques au théâtre de l'absurde, au même titre qu'un Ionesco, qui est son contemporain, qui évolue à Paris. Donc Ionesco, je vous renvoie la cantatrice chauve, etc. Moi, plus que Ionesco, je vous avoue qu'en le lisant, j'étais plus avec un des précurseurs du théâtre absurde, en l'occurrence Alfred Jarry et son Ubu-Roi. on est à ce degré d'absurde. Cela étant, dans la pièce de Beckett, l'absurde s'associe à un fond de misère sociale et psychologique qui vous retourne l'estomac. En fait, c'est d'une tristesse. C'est-à-dire que vous riez parce qu'il y a un comique de situation, les personnages sont tellement largués que forcément, vous riez. Mais en même temps, vous sentez que ce sont des hommes en souffrance qui évoquent la possibilité de se suicider à plusieurs reprises ou de se séparer après 50 ans ensemble. Et c'est triste en fait. Ces mecs-là, ils m'ont touché au cœur en fait. Au-delà du fait qu'ils m'ont fait rire, le deuxième effet qui se coule, c'est oh punaise, quelle vie de merde quand même. Ils sont vraiment pas gâtés par la nature, ces gens-là. Ils ont eu une vie pourrie en fait. Hein. Les autres personnages qu'on va croiser, il va y avoir, ils portent aussi des chapeaux melons d'ailleurs. Il va y avoir Pozzo et son espèce d'esclave tenu par une corde au cou, Lucky, qui à un moment donné a un monologue complètement délirant. Un truc, c'est du caviar à lire. Et le dernier personnage qu'on voit seulement à 2 reprises, c'est le petit garçon, le petit paysan qui sert de messager au fameux Godot, pour dire « Ah bah non, il a eu un empêchement, faudra revenir demain. » Une liste de personnages très resserrée. Le décor, c'est toujours le même, c'est 2 soirs d'affilée où nos loulous, là, Gogo et Didi, attendent le fameux Godot. C'est un pur délire, mais doux amer, en fait. Et je pense vraiment, notamment par la présence de toutes ces annotations, toutes ces indications scéniques, etc., je pense vraiment que c'est une pièce qu'il faut voir, idéalement sur scène. Mais déjà, quand ma moitié l'aura lu, je pense que ça va lui plaire. C'est typiquement le genre de truc où elle peut accrocher. On essaiera de choper en streaming une pièce, une représentation de cette pièce. En tout cas, moi je suis ravie de cette découverte. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de le lire. Je suis pas du tout déçue. C'est vraiment une œuvre plus complexe qu'il n'y paraît. Au-delà du délire, c'est pas un pur délire, quoi. Il y a quelque chose derrière, il y a quelqu'un aux manettes. Et je ne peux que vous encourager à la lire. Parce que, et puis évidemment, comme c'est du théâtre, qui dit lire une pièce, dit voir la pièce monter, idéalement sur scène ou au moins à la télé, quoi. Parce que c'est une œuvre vivante, hein, par définition. Voilà, donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à partager vos avis, si vous l'avez lu et vu, hein, bien sûr. Si ça vous a donné envie de la lire ou de la voir, pareil, je serais ravie de la prendre dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle review éclair. Bye!